Le fait du jour. La loi du plomb est de retour quelques mois après avoir suscité un vaste mouvement de protestation consécutif à une première loi du même nom. Le sénateur LR Laurent Duplomb a déposé une nouvelle proposition de loi visant à autoriser la réintroduction de plusieurs pesticides interdits en France, dont l'acétamipride. Quels sont les risques et pourquoi cet acharnement? On en parle avec le professeur de toxicologie et de biochimie à l'université Paris-Cité, Xavier Coumoul. Bonjour. Bonjour Xavier Coumoul, merci d'être à l'antenne de Sud Radio. Aujourd'hui, la loi du plomb, c'est une forme de serpent de mer qui va et qui repart. Elle suscite des polémiques assez violentes. Est-ce que je peux vous poser la question de but en blanc ? Est-ce que la loi du plomb, c'est pas le retour des lobbies qui avaient été mis un petit peu de côté par des politiques agricoles un peu plus conscientes des enjeux environnementaux et de santé, et on sent qu'avec les républicains au pouvoir, eh bien, on fait une marche arrière sur les conquêtes environnementales qu'on avait pu obtenir pour améliorer l'agriculture. Est-ce qu'on peut le lire d'une façon un peu politique également, ou ce n'est que du scientifique ? De toute façon, dans tous les cas de figure, c'est un enjeu politique, c'est-à-dire un enjeu qui va englober des aspects environnementaux, sanitaires, mais après aussi des enjeux agricoles, sociétaux, etc. Donc c'est pas une loi qui peut, entre guillemets, s'appréhender de manière simple. Et ce qui est très important de mon point de vue, c'est que toute l'information soit correctement délivrée à l'ensemble du public. C'est pour ça que vous êtes si important, c'est que les journalistes doivent effectivement nous permettre, en tout cas, de montrer toutes les données qu'on peut avoir sur cette molécule et que les gens soient informés pour qu'ils se fassent une opinion. Le discours du gouvernement, de Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, et du sénateur Duplomb, c'est nous repensons la totalité de la législation pour assurer une meilleure souveraineté alimentaire. Dans la mesure où il y a une concurrence déloyale, eh bien nous allons évacuer les clauses de cette concurrence déloyale, mais au lieu que ce soit positif en disant à ceux qui fabriquent de la malbouffe, alignez-vous sur les valeurs européennes, nous allons nous aligner sur les valeurs de la malbouffe, comme ça on sera compétitif et on pourra exporter. C'est une totale hypocrisie, c'est un peu le raisonnement qui est tenu, vous êtes d'accord ? En fait, en tous les cas, j'estime que la question de la toxicité de la molécule dont on parle beaucoup, le néonicotinoïde acétamipride, il devrait être présenté de manière complète à l'ensemble du public. Et effectivement, on a le sentiment que si la molécule a été interdite à un moment, c'est qu'il y avait de bonnes raisons de penser qu'il fallait l'interdire. Donc la remettre effectivement sur le marché pour s'aligner avec les autres pays, c'est potentiellement réintroduire une molécule toxique sur le marché. Donc on doit en parler forcément. Bien de sûr. ça. Alors, et c'est pour ça que c'est vous un êtes là. alignement qui pourrait se faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien envisager aussi de rediscuter de la toxicité environnementale de la molécule au niveau européen et d'avoir de meilleures pratiques aussi pour la santé des agriculteurs. Nous sommes bien d'accord et c'est pour ça que vous êtes là, pour expliquer à nos auditeurs exactement quel est l'enjeu, de quoi il s'agit. L'idée, c'est de dire, si on n'utilise pas cette molécule, la filière agricole est menacée, elle peut disparaître, alors que le même produit, la noisette, c'était Julien de Normandie qui nous disait, quand j'étais ministre de l'Agriculture, j'ai été confronté, c'est un véritable dilemme, c'est déchirant, mais il faut faire un arbitrage politique. Si on n'autorise pas le néonicotinoïde, eh bien, une filière peut disparaître, et malgré tout, les importations, la grande distribution continuera à importer des noisettes qui, elles, sont contaminées sa propre vie. C'est un choix politique à faire. Vous êtes formel, il y a un choix, vous êtes médecin, vous êtes chercheur, vous êtes scientifique. Il faut privilégier, médecin peut-être pas, en tout cas vous êtes chercheur. En tout cas voilà, vous êtes médecin, vous avez un scientifique qui étudie et fait de la recherche biochimique, donc il y a un impact sur notre santé. Pour vous, la présence de cette molécule est un danger public. Elle devrait être considérée comme un élément nocif pour la santé publique. Alors, il n'y a aucun doute, la molécule est dangereuse. Parce qu'il y a une différence entre le danger et le risque. C'est-à-dire que typiquement, cette molécule est dangereuse. La question après, c'est de savoir, est-ce qu'en y étant exposé, on va développer un risque pour la santé? Donc, c'est très très important de rappeler une chose, c'est que quand une molécule est mise sur le marché, elle a passé tout un tas de barrières imposées par les agences sanitaires. Elle est mise sur le marché et ensuite, il y a une science académique qui se met en marche et qui va produire des données que la science réglementaire ne produit pas, pour une raison simple, c'est que, par exemple, on va émettre de l'acétamipride dans les champs, les gens vont être exposés, on va avoir des données qui sortent sur les populations qui sont exposées, sur les abeilles qui vont être exposées, et ces données-là ne peuvent pas être appréhendées en amont. Donc on essaye au mieux, au niveau des agences, de faire de la prédiction de toxicité. On sait que la molécule est dangereuse, on estime que le risque pour la santé, il est faible, et du coup, on la met sur le marché.
Mais les données qui sont générées ensuite par la science académique montrent qu'il y a des signaux d'alerte qu'on ne peut pas négliger. Et c'est ça qui devrait être du côté de Monsieur Duplon ou du côté des anti-acétamipride, il serait très important que l'ensemble des données, elles soient correctement présentées. Or là, il y a de vraies questions sur notamment la neurotoxicité de cette molécule pour l'humain et aussi pour les abeilles, par exemple. Est-ce qu'il est question de seuil, de dosage, de degré d'intensité? Est-ce que c'est nocif dès le départ ou il faut franchir une certaine quantité de molécules pour qu'il y ait une dangerosité sanitaire? C'est une très bonne question parce qu'on dit souvent que la molécule est la moins toxique des autres néonicotinoïdes du fait de ses effets quand on l'applique tout de suite, ce qu'on va appeler les effets aigus. Mais sur le long terme, lorsqu'on applique régulièrement la molécule, on se rend compte déjà, qu'elle migre beaucoup dans l'environnement, donc elle ne reste pas là où elle a été épandue, et deuxièmement, elle va avoir des effets sur le long terme, notamment sur le comportement des abeilles. Elles vont être complètement désorientées et elles vont potentiellement être moins à même de pouvoir polliniser, par exemple aussi des cultures qui pourraient être importantes d'un point de vue agricole. Donc il faut considérer cet aspect-là, et cet aspect-là, il est souvent invisibilisé. Xavier Coumoul, est-ce qu'il y a des cas dans l'agriculture où on peut se passer d'une molécule parce qu'on peut en trouver une autre ou une autre forme de traitement, et est-ce qu'il y a des cas où il n'y a qu'un médicament pour cette maladie, et si on ne peut pas l'utiliser, c'est effectivement un risque de mettre la filière concernée en danger? Alors là, moi, je ne suis pas spécialiste agricole, mais je sais qu'il y a des cultures bio de noisettes et des cultures bio de betteraves. Donc, typiquement, c'est des cultures qui n'utilisent pas cette molécule. La molécule en question, elle n'est pas utilisée actuellement en France parce qu'elle a été interdite. Apparemment, semble-t-il, il y a des baisses de rendement. Là, je ne suis pas spécialiste de la question, mais en tous les cas, on est capable de produire de la betterave et de la noisette sans acétamipride, ça c'est sûr. Après, la question, c'est celle aussi de notre consommation. Est-ce qu'on va être, par exemple, sur certains produits, on va devoir peut-être payer un peu plus cher, ça c'est vrai, et c'est une question aussi de pouvoir d'achat, mais en tous les cas, on peut s'en passer, ça c'est sûr. C'est une question de cohérence. Il faut savoir ce que l'on veut. Oui. Bon, il est sûr qu'il y a des pays où les cultures aujourd'hui qui sont en cause en France sont maintenues parce qu'elles sont respectueuses de l'environnement. En fait, est-ce que c'est pas la défense d'un système économique productiviste qui a besoin de cette chimie? J'adore le terme officiel, c'est produits phytosanitaires de protection des plantes. On en ferait presque une infusion, tellement c'est rassurant comme formule. Voilà, on voit bien que c'est quand même pour la défense d'un système agricole qui n'est pas celui dont la planète a besoin. Je reconnais qu'il peut y avoir une baisse de production, donc une montée des prix. Il y a des choix à faire. Quand vous êtes chez votre médecin, chez le pédiatre avec vos enfants et chez le médecin, et qu'il vous annonce une maladie pas sympathique, on se dit peut-être que j'aurais peut-être dû renoncer à telle noisette ou à telle betterave. Parce qu'une fois que la facture est devant vous, c'est plus douloureux à assumer. C'est une très bonne question parce que on oppose souvent écologie et économie, et moi je me positionne pas sur le sujet en tant que scientifique, mais par contre, vous avez raison. En fait, quand on applique ces produits, ça a été fait pour d'autres insecticides préalablement. Les coûts sont mesurables, notamment lorsque ces produits sont neurotoxiques. Il y a des pertes de points de QI qui peuvent se mesurer. Il y a un impact économique qui va y avoir du fait de ces points de QI. Et par exemple, sur une autre famille de pesticides, on a pu estimer qu'il y avait 150 milliards d'euros par an qui étaient perdus au niveau de l'Union européenne. Alors, en frais de santé, en baisse de productivité parce que l'intellect est affecté. Donc vous avez raison. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on peut utiliser ces produits sur le court terme, ils ont peut-être un intérêt pour les rendements, mais à terme, s'il y a des impacts sur la santé humaine, on va avoir typiquement les systèmes de sécurité sociale qui vont être impactés par ça. Xavier Coumoul, est-ce qu'on peut se fier aux avis de l'agence européenne qui est l'EFSA, la française c'est l'ANSES, je rappelle sans donner la signification que ce sont des organismes publics qui sont là pour s'assurer le taux de dangerosité ou pas des produits. Un élément comme le Nutri-Score, qui est un élément d'information sur la teneur des aliments en grande distribution industrielle, qui permet aux gens de faibles revenus surtout de pouvoir savoir ce qu'ils achètent, ce qu'ils vont ingurgiter. Est-ce que ces deux organismes-là, quand ils donnent un avis, c'est totalement fiable, totalement impartial, ou on peut quelquefois avoir des doutes sur les avis de l'ANSES?
Alors, il faut toujours, en tant que scientifique, il faut toujours douter. Donc, ces agences, elles jouent un rôle extrêmement important pour la protection des populations. Le continent, grâce à ces agences européennes, c'est sûrement un des mieux protégés du monde. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a forcément des trous dans la raquette. Il y a des produits qui ont été autorisés historiquement, qui ont été ensuite retirés du marché parce qu'on s'est rendu compte que c'était toxique. Donc, encore une fois, c'est ce que je dis. Les agences, elles jouent un rôle très important pour éliminer un certain nombre de molécules. Et il y en a certaines qu'elles autorisent à être mises sur le marché, mais ensuite la réalité environnementale, lorsqu'on expose les populations, lorsqu'on expose les animaux, etc., fait que les pertes de biodiversité, on connaît tout ça, et c'est forcément lié à une utilisation des pesticides depuis plusieurs années. Eh bien, on se rend compte des années après qu'il y a forcément eu des trous dans la raquette et qu'on n'a pas pu anticiper, malgré toute la qualité du travail des experts dans les agences, toutes les retombées en matière sanitaire et environnementale. Donc, il ne faut pas prendre comme argent comptant les avis, il faut se dire, ils ont fait leur travail, mais après, il faut forcément tenir compte aussi de ce qui est produit par la suite, notamment par la science académique. Vous êtes régulièrement consulté vous-même par ces organismes, enfin vous ou des organismes auxquels vous seriez liés. Est-ce que toutes les précautions, des vérifications sont bien prises quand on décide que tel produit est nocif ou n'est pas nocif, qu'on peut l'utiliser dans telle quantité ou pas dans telle quantité? Est-ce que la vérification scientifique est sérieuse? Oui, elle est sérieuse. Moi, je n'ai jamais interagi avec l'EFSA, j'interagis régulièrement avec l'ANSES. L'ANSES, c'est une des agences européennes qui fait le plus de plus de modernité dans ses approches parce qu'elle finance des programmes pour améliorer ses tests, elle finance des programmes de toxicologie prédictive. Donc, ils font vraiment un effort, entre guillemets, pour garantir la sécurité. Mais encore une fois, ils sont conscients que les tests qui sont appliqués peuvent, à certains moments, laisser passer des molécules parce que, typiquement, lorsque par exemple, on fait référence à de l'autisme, je parle pas d'autisme avec l'acétamipride, mais si vous prenez l'autisme, il n'y a pas vraiment de test qui est capable de prédire à l'heure actuelle si un composé va augmenter le risque de développer un autisme chez un enfant qui va naître. Donc, forcément, il y a des trous dans la raquette, ils le savent, ils essaient d'améliorer les choses, donc ils font preuve de bon sens, il faut vraiment pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut que les politiques, par contre, eux, disent l'ANSES, l'EFSA a fait son travail, et il y a d'autres gens après qui ont fait un travail qui améliore la qualité des données, et ça ne devrait pas être invisibilisé. Donc, des priorités, information du consommateur. La loi du plomb, admettons, on reçoit tous les arguments, il faut qu'ils soient étayés, et il faut surtout que l'on dise tout dans les moindres détails, la vérité sur les incidences au consommateur, parce que c'est lui qui choisit, et puisqu'on est censé le défendre, la meilleure défense du consommateur, c'est quand même au départ l'information, qu'il sache exactement ce qu'il consomme et ce qu'il y a dans les produits qu'il consomme. Merci, professeur Commoul, d'avoir été sur Sud Radio, et voilà, je n'hésiterai pas à faire appel à vos services, parce que je pense qu'on aura d'autres occasions de voir décrypter les lois alimentaires. Merci, à bientôt. Et maintenant, nous allons, avec Maude, traiter de quelques sujets pertinents sur l'actualité, notamment ces deux magistrats révoqués. Et après, nous recevons